Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, petite interview, je rappelle le concept, la série c'est le portefeuille 2 et on invite un investisseur du monde de la crypto-monnaie ou autre part qui va nous parler de son portefeuille, sa stratégie et comment il voit globalement ses investissements. L'objectif c'est que vous puissiez prendre un petit bout du portefeuille ou de la stratégie de chaque invité afin que vous puissiez construire votre propre stratégie. Aujourd'hui, on reçoit Crypto Farmer, notre expert farming francophone. Il va un peu nous parler de ses alphas, ses opportunités du moment et il va aussi nous parler d'une méthode d'investissement qui consiste à analyser un protocole un peu à la manière boursière. C'est assez intéressant, vous allez voir. Et en plus de ça, en parlant de bourse, si vous voulez un peu vous diversifier et en plus de ça, toucher 200 euros, enfin une action jusqu'à 200 euros de valeur complètement gratuitement, vous pouvez aller dans la description pour vous inscrire sur Trade Republic et si vous inscrivez derrière vous pouvez parrainer des gens et gagner 50 euros par parrainage, donc ça peut être très intéressant. Donc si ça vous intéresse, tout sera dans la description. Sur ce, donc trêve de mondanité, je vous invite à liker, vous abonner, commenter, le tout pour l'algorithme, c'est cadeau. C'est parti. On est live. Premièrement, merci à toi, Crypto Farmer, d'être le 4e invité. Je suis plus le compte et bienvenue sur la chaîne. Merci de l'invitation, Ben, et puis hâte qu'on fasse ce petit podcast ensemble et que je te dise tous mes petits secrets. Yes, bah forcément, c'est un peu l'objectif de cette interview. Du coup, déjà, le premier petit secret, je ne sais pas si tu l'as déjà dit sur d'autres interviews, mais il faut quand même une petite présentation. Donc, je t'invite vite fait à te présenter et à présenter comment tu es arrivé dans le monde des crypto-monnaies et de l'investissement même en général. Ok, bon, alors sans trop raconter ma vie, moi c'est Crypto Farmer, j'ai une chaîne YouTube depuis mars, donc ça fait à peu près un an que j'ai la chaîne YouTube, un compte Twitter actif, n'hésitez pas à follow, abonnement. Et comment je suis rentré dans les cryptos, au final, je travaillais sur les bateaux de croisière, donc je me suis fait une petite épargne sympa, et puis à un moment, je me suis dit, pourquoi pas essayer de faire un peu mieux que le livret A et les assurances vie. Du coup, j'ai commencé doucement à regarder un petit peu la bourse, les ETF et in fine les cryptos, parce que tout ça, c'était pendant la période de confinement, donc forcément beaucoup de temps et beaucoup de temps sur Internet. Et puis bon, quand tu passes du temps sur Internet à regarder pour des investissements, il y a un moment, tu tombes sur les cryptos, tu tombes sur le Bitcoin. Et puis forcément, comme j'étais en recherche de rendement voilà, sur un investissement, c'est comme ça que j'ai commencé à investir vraiment en mode je fais un petit x2 et puis je me barre. Et puis forcément, surtout comme j'avais beaucoup de temps à l'époque, tu commences à t'y intéresser, tu commences à regarder des vidéos, des podcasts, etc. Et puis tu commences avec Bitcoin, et puis après, ça parle un peu d'Ethereum, et puis après, tu es plongé dans le monde des cryptos, et puis t'en ressors jamais. Voilà, c'est ça l'histoire. Yes. Et du coup, là, en termes de temps, on est au confinement 2020, quand tu as découvert les cryptos, ou on est Mhm. un peu plus tard? Ouais, on est vers la fin, on est fin 2020. Fin 2020, donc Ok, moi, donc je ouais. crois que j'ai acheté mes premières crypto-monnaies. J'ai dû m'inscrire sur Binance début décembre, peut-être mi-décembre 2020. Ouais, donc tu as eu un bon timing globalement. Bon, t'es pas arrivé au top tu sais, du bull market, mais tu as eu un bon timing. Je crois que décembre 2020, l'Ether était encore à 400 dollars. Donc, ouais, Ouais. c'est pas Je mal par crois rapport mes, au mes prix actuel. premiers achats d'Ether devaient être vers 500 et quelques, et Bitcoin 18 000. En fait, Ok. il avait retouché l'ATH, je crois, il avait fait une petite correction, et puis moi j'ai acheté sur cette correction. Parce que j'attendais une correction, je regardais le Bitcoin depuis quelques semaines déjà. Puis comme il montait qu'en ligne droite, je m'étais dit, attends, j'attends la prochaine correction. Et la correction à 17 000, 18 000, je me suis dit, bon, allez, là, c'est le moment, Et, là, c'est maintenant ou jamais. Et puis au final, j'ai eu raison, alors, avec beaucoup de chance, hein, parce que ma thèse d'investissement à l'époque, c'était, ouais, ça va monter, point. bon, en général, c'est une thèse d'investissement qui marche plutôt bien. Quand on regarde sur le terme bourse ou crypto-monnaie, en général, ça monte, hein. Donc finalement, c'est pas forcément une thèse d'investissement qui est stupide. Et du coup, à partir de Exactement. là, t'as mis combien en pourcentage de ton portfolio au départ dans ce monde des crypto-monnaies qui, de loin, peut paraître et l'est en fait très volatile et c'est un peu le Far West. Genre, combien t'es rentré avec all-in ou comment ça s'est passé? Non, non, j'ai une approche très safe, très risk management. J'ai pris 10% à peu près 10% à peu près des économies. Et en plus, au début, j'étais sur une approche moitié stablecoin, moitié crypto volatile. Donc, on va dire que, entre guillemets, dans les vrais cryptos, les vrais cryptos volatiles, j'avais que 5%. Donc, en fait, vraiment, je suis parti avec l'esprit que si je perdais tout, c'était pas grave, quoi. C'était une somme, voilà, ça. Bien sûr,
n'as jamais envie de perdre 5% de ton argent, mais c'est une somme que voilà, ça n'aurait pas changé ma vie. J'aurais quand même bien dormi le soir, etc. etc. T'avais fait des stablecoins que tu mettais déjà en farming à l'époque ou Ben ouais, non, mais après, c'était du farming. C'est un grand nom, le farming. Mais moi, c'était les 7-8% qui proposaient Binance. Enfin, tu vois, moi, Celsius? Ah oui, voilà. Ouais. c'était très attractif pour moi parce que voilà, ce 7-8% à rien faire, juste à les laisser sur un compte, un échangeur centralisé. Enfin, pour moi, c'était magique, tu vois. Parce que bon, à côté, je regardais un petit peu. Bon, la bourse, ça performe pas mal sur le long terme. Mais tout ce qui est livret A, PEL, assurance vie, moi, tu vois, ça tournait plutôt autour de 0,5, 1, 1,5%. Donc, tout de suite, quand les mecs ils te proposent 8, enfin, t'es Hmm. aux anges, quoi. Et puis, après, bon, bah, il y a eu PancakeSwap. Tu rajoutais un zéro, c'était plus 7%, c'était 70% sur tes stablecoins. Et puis après, on connaît l'engrenage, la DeFi, les autres blockchains, etc. etc. Et du coup, ta base de stratégie, c'était vraiment du long terme, et comment elle a évolué au fil du temps, cette stratégie, jusqu'à la stratégie que tu as actuellement, tu vois? Alors, je pense au début, vraiment, honnêtement, c'était pas spécialement du long terme, c'était plus je fais un x2 ou un x3 et puis je me casse. Mhm. Mais bien évidemment, aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Mais ouais, Ah c'était oui. vraiment, au tout début, c'était vraiment en mode spéculation. Vas-y, je mets une certaine somme, je fais un x2 et puis comme ça, je peux me payer des belles vacances, je peux investir dans autre chose. Parce que aussi, j'ai investi en connaissant vraiment rien, quoi. Mes connaissances du Bitcoin, c'était. Enfin, je connaissais, je savais même pas comment ça fonctionnait un stablecoin, quoi. J'ai acheté des stablecoins pour les mettre en placement sur Binance. J'avais aucune idée qu'il y avait un organisme qui contrôlait les dollars et tout, qui émettait le stablecoin sur la blockchain. Et enfin, tout ça, je connaissais rien du tout, quoi. J'étais vraiment en mode utilisateur. Un truc me propose 7%, j'y vais, quoi. Mhm. Et du coup, maintenant, ta stratégie, c'est quoi sur, par exemple, toujours ces stablecoins, en termes de pourcentage, qu'est-ce que ça donne entre stablecoin et crypto volatile, et comment c'est amené à évoluer, et qu'est-ce que tu réserves à tes stablecoins, vu que bon, tu es le pro du farming ici, comment tu vois évoluer ces stablecoins et où tu les mets en farming? Alors, quelque chose assez vite, j'ai fait ça assez vite, c'est retirer ma mise de départ, grosso modo, en stablecoin. En Donc, stable ou en dès euros? que en stable, en stable. Ouais. Moi, je suis ma stratégie par rapport à ça, c'est vraiment faire aucune transaction crypto-euro, déjà d'un point de vue fiscal. Et également, en fait, à quoi ça me servirait aujourd'hui d'avoir des euros quand je peux avoir des stablecoins qui tournent sur. Tu vois, en ce moment, j'aime bien Encore Protocol. Ça paye 20%, c'est facile, pas prise de tête. Et ouais, pourquoi avoir des euros dans mon compte en banque quand je peux avoir des stablecoins qui tournent à 20%, où j'ai le contrôle dessus sur ma ledger? Enfin, tu vois, il y a pas, j'ai pas encore trouvé de raison valable. Enfin, tu vois, si je voulais peut-être faire un investissement immobilier, peut-être il faudrait que je retire un petit peu des trucs comme ça. Mais pour le moment, j'ai pas trouvé de raison valable de retirer des cryptos. Et sinon, pour le reste, alors ce côté stablecoin, du coup, j'ai vite retiré ma mise de départ. Aujourd'hui, je dois tourner entre 30 et 35%. C'est quelque chose où je me sens confortable, en fait, parce que ça me permet d'avoir des munitions pour acheter les dips. Et en même temps, j'ai toujours une grosse exposition sur les cryptos volatiles. Donc, quand tu as un gros pump, ça fait toujours plaisir. Mais ouais, du coup, c'est un chiffre que j'aime bien, 35% stablecoin. Du coup, en fait, Et c'est comment pas du dire? tout amené à évoluer, dans le sens où tu sais, tu te dis pas, bon, je vais essayer de plus accumuler en période de bear market, être plus en stable, etc. Tu vois. Si, si, clairement. Au tout début, là, quand vraiment ça montait de manière parabolique, une fois que j'avais retiré ma somme de départ, celle avec laquelle j'ai investi initialement, j'étais 100% crypto. Donc, au final, le portefeuille était plutôt 90-10. Mais voilà, aussi, ça, comme tu dis, ça va dépendre un petit peu de ma vision du marché. Et puis aujourd'hui, voilà, je ne suis pas certain qu'on est bottom. Donc, c'est pour ça que ça ne me dérange pas d'avoir 30% de stablecoin. Surtout qu'en fait, aujourd'hui, tant qu'on te propose du 20-30% sur du stablecoin, moi, ça me va. Ouais, C'est... finalement, tu fais plus en fait avec tes stables qu'avec les autres trucs que tu pourrais faire en dehors en termes de diversification. Donc, Mais en fait, il y a un truc que tu peux regarder, c'est... Ouais, non, en fait, non, c'est quand même pas comparable ce qu'a performé Bitcoin avec ce que performe du stable, mais tu as aussi zéro drawdown, quoi. Tu prends un exemple tout simple, tu as déposé tes stables sur Encore il y a un an, tu as fait 20%. Donc certes, tu as moins performé que le Bitcoin, parce que le Bitcoin, depuis un an, il a fait x2, grosso modo.
mais tu as zéro drawdown, quoi. Tu n'as pas cette volatilité. Et je pense pour beaucoup de personnes, justement, commencer l'investissement en stablecoin, un investissement crypto en stablecoin, quitte à, au fur et à mesure, les récompenses de farming, tout ça, tu achètes des crypto-monnaies volatiles avec. Ça peut être une stratégie assez sympa, je pense. Ok. Ok. Et du coup, aujourd'hui, toi, sur ton portefeuille, on est environ à 35% en stable. Et le reste aussi Mhm. est en farming, je suppose. Justement, sur cette question de farming, on a reçu différents types d'investisseurs, on va dire, sur la chaîne, dont un qui Ouais. était trader. Forcément, c'est un peu moins ma tasse de thé, mais justement, j'ai envie d'en investir plus dans le futur. Toi, c'est pas le cas. Toi, tu es plus du côté farmer de la chose, du côté, on va dire, holder, long terme, etc. En quoi, selon toi, c'est quoi ton avantage compétitif par rapport au trader ici avec le farming, dans le sens où on dit beaucoup que le trading en général, c'est super dur, etc. Ce que je comprends, ce qui est vrai, mais quand je regarde en fait les stratégies de farming aujourd'hui, je me mets à la place, tu vois, d'un débutant et je me dis en fait, ça paraît aussi compliqué que le trading, tu vois. Ouais, Du coup, ouais. toi aujourd'hui, pourquoi tu as choisi le farming? Est-ce que c'est plus une question de temps et de stress? Est-ce que c'est plus une question de performance? Et quel est ton avantage compétitif, tu vois, sur le farming aujourd'hui? Alors, pourquoi j'ai choisi le farming? Déjà, je pense que je suis tombé au moment où que j'ai commencé à investir dans les cryptos au moment où la BSC a explosé. Donc forcément, ça m'a pas mal aidé pour rentrer dans le farming. C'était la hype, quoi. Je suis rentré au début de la hype. Si j'étais rentré quand c'était la hype du mining, peut-être j'aurais des, peut-être j'aurais des PC chez moi, des cartes graphiques qui tournent, tu vois. Donc il y a ce côté un petit peu opportuniste. Et sinon, en fait, ce que j'aime bien dans le côté farming, c'est des rendements supplémentaires parce qu'au final, certes, il y a beaucoup de personnes vont voir le farming comme du farming en stablecoin, mais tu peux essayer de faire travailler tes Ethereum, tes Bitcoins. Et en fait, moi, je vois le farming un petit peu comme la cerise sur le gâteau, quoi. Forcément, c'est Mm. pas le farming qui va faire 100% de tes performances, quoi. Ça va plutôt être l'Ethereum qui fait x10, qui te fait grossir ton portefeuille. Mais si en plus de ça, parce que tu les as mis en lending sur une plateforme de DeFi ou si tu as fait une petite stratégie sympa, et tu peux avoir peut-être 7, 8, 9, 10% de rendement sur ton Ethereum. Bah, tu vois, ton Ethereum, il a fait x10 et ta quantité d'Ethereum, elle a augmenté de 10%. Donc là, en fait, tu multiplies les gains. Et du coup, c'est un truc que j'aime bien, tout ce qui est rendement. Moi, je sais que la première fois que du coup, je m'étais inscrit sur Binance, j'avais acheté quasiment. Tu sais, tu as l'onglet stacking verrouillé où tu as t'as tous les tokens Ouais. de blockchain proof of stake. Je les avais quasiment tous achetés, tu sais, un tout petit peu, hein. Toi, Mais t'es le parce que mec moi, dividende des cryptos, quoi. ouais, voilà, c'est ça. Mais moi, ça me fait kiffer en fait, même philosophiquement, de pouvoir justement générer des revenus comme ça sur un asset qui déjà Ouais. prend en valeur dans le temps. Et c'est pour ça que le farming, ça me fait vraiment kiffer. Après, pour comparer ça avec le trading, moi, j'ai regardé pas mal d'études où les mecs ils disent plutôt que ceux qui font du trading, ils se crament du capital plutôt qu'autre chose. Alors que tu vois, le farming, bon, forcément, si tu commences à aller sur des tokens un peu de merde, forcément, tu peux griller du capital et perdre pas mal. Mais si tu es en mode j'ai mes Ethereum et je vais les diversifier sur deux trois plateformes de lending pour essayer de trouver voilà, un peu de rendement sur ton Ethereum ou faire une stratégie un peu plus compliquée où tu t'en sers en tant que collatéral et tout. Bon, bah, de toute façon, tu as toujours ton exposure, tu as toujours une exposition Ethereum. Et comme ça, bah, voilà, en fait, c'est un peu du buy and hold amélioré, quoi. Après, plus que ça, moi j'ai l'impression que le farming, c'est vraiment devenu une réelle stratégie plus que du buy and hold parce que tu sais, t'as ton portefeuille de base, Ethereum, Bitcoin et Mhm. autres, mais tu as de plus en plus tu sais, de tokens qui sortent. Là, en ce moment, toi, j'ai vu que tu étais sur la blockchain Phantom, j'ai vu ça sur Twitter. Et forcément, tu as toujours envie, si tu as bien compris, tu as bien fait tes recherches, tu as toujours envie de t'y exposer un peu à ce genre de tokens. Je pense à Convex, par exemple, Mhm. où en fait, quand tu étudiais les economics, t'avais voilà, t'avais des infos pour se dire que ah, c'est quand même pertinent. Et donc, ça, c'est une stratégie où forcément, il n'y a pas d'études dessus, vu que bon, ça a 6 mois, quoi. Non, mais Euh, t'as carrément raison. En fait, sur la DeFi, le marché est beaucoup moins efficient, j'ai l'impression. oui. Et t'as vraiment des opportunités. Là, la dernière, je suis en train de pas mal travailler dessus. J'ai déjà fait 2 vidéos sur la plateforme, c'est Impermax, où en fait, tu vois il y a t'as des protocoles DeFi, en fait, tu peux quasiment les comparer à des entreprises où ils ont du cash flow, ils ont une trésorerie et tout.
Et tu vois des absurdités où en fait des entreprises ont 10 millions de market cap alors que le revenu mensuel c'est genre 1 million. Donc en fait, tu vois, par rapport à la market cap, en fait c'est soit et avec le token en fait tu vas récupérer grosso modo les dividendes. Donc en fait c'est soit tu récupères les dividendes et ton token est remboursé en quelques mois, soit le token il va mécaniquement faire x5 x10 quoi. Mm. Et du coup en fait ça crée des opportunités comme ça sur des petits tokens avec des petites market cap que voilà, tu peux exploiter. Alors forcément, tu ne peux pas exploiter ça avec des gros montants parce que souvent, c'est des petites market cap avec très peu de liquidité. Mais il y a des incohérences comme ça exploitables et c'est un bon terrain. On s'amuse bien, quoi. Ouais, c'est vrai qu'en fait, de plus en plus, moi, je pense que tu peux analyser une crypto ou un protocole comme tu pourrais faire dans la bourse et en utilisant des ratios qui sont boursiers, tu sais, genre le PER. Donc, le Ah, PER, le PE, ouais. c'est Price to capitalisation earning. sur Non? bénéfice. Ouais. Donc, finalement, tu calcules juste combien d'années tu vas mettre pour rembourser ta mise avec les bénéfices. Et donc, à partir de là, avec toutes ces analyses que toi tu fais, ces alphas que tu peux avoir, est-ce que tu peux nous en donner deux, trois sur lesquels sur ce que tu trouves pertinent en ce moment? Pas forcément des trucs tout petits, etc. Mais voilà, des trucs que la personne lambda qui a fait un peu ses recherches peut comprendre, mais ne voit pas forcément. Ouais, non, mais carrément. Mais déjà, il y a un truc par rapport à tout ce qui est tokenomics, et je pense qu'il faut faire vraiment attention, c'est l'inflation. Déjà, il Ouais. va falloir. Tu peux pas vraiment comparer les tokens, par exemple, quand une supply finie déjà distribuée, et par exemple, les tokens d'échangeurs décentralisés type PancakeSwap et tout, où au final, ils distribuent beaucoup de tokens. Et il faut toujours comparer en fait le revenu que va générer le protocole ou en tout cas posséder le token, combien de revenus ça va te donner, Mm. comparé à l'inflation, quoi. Parce que si tu fais du staking et ton PancakeSwap, il te donne 50% par an, mais si à côté, la supply, elle se multiplie par deux, enfin, tu vois, la dilution est plus importante que le rendement. Donc ça, il faut vraiment faire ça. Faut vraiment faire attention à ça. Et sinon, en ce moment, du coup, j'aime bien un peu miser et spéculer sur tout ce qui est token en fait, d'optimiseur de rendement. Donc, en fait, ça va être des protocoles qui vont permettre de faire de l'auto-réinvestissement. Et du coup, ils prennent une petite part, de frais de performance. Et en ce moment, il y a Bifi. Alors là, vraiment cette semaine, mais bon, après, je ne sais pas quand est-ce qu'il va être posté le podcast, mais sinon, en ce moment, vraiment, il y a Impermax qui tourne vraiment bien parce que ça a été les premiers à proposer des coffres pour auto-réinvestir sur une plateforme qui, en ce moment, fait le buzz. Donc forcément, ça attire beaucoup de capitaux. Mhm. Du coup, ça fait beaucoup de réinvestissement. Donc, ça fait beaucoup de frais pour la plateforme. Et indirectement, les frais de la plateforme sont redistribués aux personnes qui possèdent le token. Et du coup, en fait, tu as une corrélation normale, évidente, entre la TVL et le prix du token. Et aujourd'hui, la TVL a fait quasiment x3 et le prix du token a fait x2,5, tu vois. Et Ouais. moi, je pense que la TVL va continuer de monter. Donc, je pense que le prix du token va continuer de monter. Mais tu vois, ça, c'est des trucs vraiment sur le court terme. Et il y a un moment où peut-être la TVL va s'en aller, où le prix aura trop monté. Et dans ces cas-là, ça ne sera plus forcément très avantageux puisque, comme tu as dit, le price to earning, le ratio en fait, entre les bénéfices du protocole et la market cap, donc le prix de l'action, le ratio va plus être avantageux. Mais du coup, voilà, anticiper les futurs bénéfices d'un protocole, ça peut être très sympa parce que ça va forcément avoir un gros impact sur le prix du token. Si c'est un token à dividende, moi, c'est comme ça que je les appelle, les Ok. tokens à Et du dividende. coup, sur ce token à dividende, tu as parlé aussi, et tu parles beaucoup de Bifi sur Twitter. Mhm. Qu'est-ce Ouais, que, ouais. qu'est-ce que tu peux nous dire dessus? Bah, tu vois, lui tu peux vraiment le comparer à une entreprise, quoi. Tu as 80 000 actions qui Mhm. vaut un prix X. Et Ça, voilà, il n'y a pas d'inflation? pas d'inflation, tout est déjà distribué. Yes. Et il propose un service qui est l'auto-compound. Et voilà, il se développe sur le maximum de blockchains pour forcément faire venir le maximum de monde. Parce que plus il y a de monde, plus il y a de TVL, plus le protocole va générer du revenu. Et après, là, bon, là, pour rentrer en détail, je n'ai pas les chiffres exactement, le cash flow quotidien par rapport à la market cap, etc. Mais en une demi-heure, une heure, vous pouvez faire justement votre petit tableau. Je ne sais pas si vous avez s'il y a des personnes qui ont des tableaux pour comparer les entreprises traditionnelles. En fait, toutes les informations, market cap, cash flow,
Ouais. trésorerie, dépenses mensuelles de la trésorerie. En fait, tout ça, c'est public, c'est sur la blockchain et c'est trouvable aussi sur le Discord. Ok. Et du Et coup, ça ouais. permet de voir que, voilà, moi, j'ai proposé des stratégies justement où il fallait avoir du jeton Bifi début janvier. Parce que je crois que début janvier, en fait, le price to earning était à genre 3. Donc, en fait, quand tu stackais du Bifi, tu obtenais 33% APY. Et c'est pas de l'argent magique. En fait, c'est l'argent vraiment qui est produit par le protocole. Donc, une entreprise qui te donne 33% de dividendes, ça n'existe pas dans le monde. Tu vois. Les entreprises, ça a plutôt tourné 5, 6, 7. Après, je comprends qu'en crypto, on n'a pas envie d'être payé 5, 6, 7 parce qu'il y a beaucoup plus de risques, etc. Mais tu vois, 33%, c'était énorme. Et bien évidemment, bah, il y a eu un genre d'arbitrage où le prix du token a fait x2 quoi, en un mois et quelques. Hmm. Et pour moi, j'étais à 20% de mon portfolio sur ce token. Là, j'ai commencé à prendre un petit peu de bénéfices, même si je pense qu'il y a encore de la marge de manœuvre parce qu'il se déploie sur de plus en plus de blockchains, etc. Mais pour moi, c'était presque évident quoi, que le prix du token allait monter, quoi. Du coup, sur cette technique, en fait, tu appliques une technique d'analyse de stocks, c'est-à-dire d'actions, où tu Mhm. fais l'actualisation des revenus futurs, c'est ça? Donc, en fait, Ouais, grosso modo. Après, ben, forcément, tu spécules. Est-ce que ce protocole va marcher? Est-ce qu'il y a de la TVL qui va ouais, arriver? mais en fait, en bourse aussi, tu fais ça. C'est-à-dire que là, tu te Exactement. dis, tu prends les revenus actuels et tu estimes une croissance, en fait. Donc, l'actualisation des revenus futurs, si tu prends les revenus actuels et tu estimes une croissance sur les revenus actuels pour te donner, en fait, bah, un dividende futur et, en fait, Mhm. calculer voilà, un prix d'action futur, tu vois, à 2, 3, 4, 5 ans. Bon, Mhm. là, en crypto, c'est beaucoup plus compliqué. C'est un, 2, 3, 5 À mois 2, 3, max. 4, 5 ans, bon. Voilà, mais Bifi, en tout cas, ils sont bien partis. Et c'est vrai que si tu dois calculer ce truc-là, je vais le faire après, ça me donne envie. Mhm. Si tu dois calculer ce truc-là, je pense que tu arrives sur des valorisations qui sont très, très, très cool par rapport à ce que tu peux trouver dans la bourse américaine, même après Mhm. le petit crack de ce mois-ci, quoi. Et le petit avantage, c'est que si jamais le marché ne comprend pas ta thèse, bah, au final, tu vas juste collecter 30 ou 50% de dividendes, quoi. C'est-à-dire que Et puis même si même, le prix ne pumpe pas, c'est pas ouais. grave. Parce qu'au final, tu vas collecter le rendement, tu vas avoir des rendements de ouf. Donc en fait, si tu as fait une bonne analyse fondamentale du token et des revenus, bah, tu es gagnant-gagnant. Que le prix il augmente ou qu'il baisse, en fait, tu sais que indirectement, bah, soit le prix a augmenté et dans ce cas-là, tu vas prendre des profits en revendant tes parts, quoi, tes tokens, soit le prix stagne et dans ces cas-là, bah, tu fais tes 30-33% APY et puis tu es tranquille, quoi. Ok, ok, bah c'est super intéressant ça, de voir le monde de la DeFi un peu via un angle bah, d'investisseur normal, classique en bourse et même en immobilier, c'est ce genre de trucs qu'ils font. En plus de ça, sur ces tokens-là par exemple, ou sur d'autres tokens du style plus long terme, on va dire, en tout cas plus safe sur le long terme, du style Ethereum, du style Avalanche, ça c'est mon préféré, mais euh, comment tu rentres? Est-ce que tu as une stratégie d'achat qui va être différente, particulière? Qu'est-ce que tu utilises? Hum, Je fais pas forcément d'achat-vente sur ces gros tokens. Ça va plutôt être vraiment du buy and hold. Après, forcément, je vais peut-être essayer de jouer un petit peu les gros mouvements de marché. Genre, si je sens que c'est un top, le RSI, il est à 95, tu vois, des trucs comme ça. Par exemple, le crack de mai dernier, le crack Mm. de mai, je l'ai assez bien géré. Là, quand le Bitcoin est remonté à 69 000, par contre, j'ai rien vendu. Je me suis tapé toute la baisse. Mais du coup, voilà, si je sens un possible top, même local, hein, sur le moyen terme, sur un an, etc., bah, tu vois, là, même si j'ai une forte conviction sur l'Ethereum à long terme et que c'est mon plus gros bag de buy and hold, bah, tu vois, je ne vais pas m'interdire en vendre 20-30%, mais ce n'est pas en mode prise de profit. En fait, c'est pour racheter moins cher et du coup, bah, accumuler plus d'Ethereum, quoi. Ok. Et en achat, c'est-à-dire, bon, tu as peut-être aujourd'hui des revenus qui viennent de la crypto ou non. Est-ce que tu continues à acheter des cryptos? Et comment ça se passe quand tu les achètes du style, est-ce que tu fais du DCA? Voilà, je mets 500 euros de côté par mois, j'achète mes cryptos voilà, au prorata de mon portefeuille. Ou bah, j'attends mai et je mets tout en mai, tu vois. Ou Non, j'attends que ça bah, baisse. personnellement, j'ai juste fait un dépôt initial et depuis, je fais tourner. Après, pour augmenter mon stack de crypto, bah, tu vois, je vais essayer de faire des petits trades un peu court, moyen terme sur des protocoles DeFi, là où j'ai des analyses et là où je pense ça va monter. Donc, tu vois, si j'ai
disons par exemple 100 $ et puis hop, je vais investir dans un truc qui fait 300 $. Bon, bah, tu vois, bah, sur les 300 $, bah, tu vois, je vais peut-être garder 150 pour me dire, bah, ça, c'est des munitions pour rentrer sur un prochain projet. Et puis, bah, les autres 150, bah, je vais me dire, bah, allez, ça va dans le bag long terme Ethereum. Et comme ça me permet d'augmenter mes bags long terme Ok. au fur et à mesure aussi. Ok, donc en fait, tu t'es dit, voilà, je mets 10 pépettes là-dedans et après, on va voir ce que. Enfin, j'essaye de manager ces 10 pépettes pour que ça monte encore plus. Mais c'est l'idée, quoi. Ouais, ouais, c'est à peu près ça. Ouais. Tu rajoutes pas au fur et à mesure. En plus de ça, je sais que tu l'as dit tout à l'heure, tu as une gestion de risque qui est un peu différente de ce qu'on peut voir en crypto, c'est-à-dire une gestion de risque de dégénéré. J'ai l'impression, voilà, tu essayes de prendre moins de risques, tu prends plus de profits, alors que pour l'instant, alors que tu n'as pas connu de bear market. Moi, C'est-à-dire quand tu as des coins qui font moins 80%, ça fait mal quand même, hein. Ouais, bah oui. Ouais, mais en mode, la majorité des gens, tu vois, qui prennent des profits et qui jouent le cycle de la bonne manière, sont des gens qui, en fait, ont très mal joué le cycle d'avant. Ouais. Et toi, ce que je trouvais assez pertinent là-dessus, c'est que bah, le cycle d'avant, tu l'as pas connu, et pourtant, tu as plutôt bien joué cette prise de profit, apparemment, comme tu l'as dit. Euh, Là-dessus, c'est quoi ta gestion de risque en crypto et comment tu vas sizer, on va dire sizer, c'est-à-dire euh, connaître le pourcentage de ton folio que tu vas mettre dans un move, dans un trade ou que sais-je. Donc c'est quoi là-dessus ta stratégie de gestion de risque, tu vois? Alors moi, je suis ultra nul en tracking. Mon portfolio, je le calcule genre une fois tous les 2 mois. Ouais. Parce que en fait, j'ai plutôt essayé de me focus en fait sur la bonne décision plutôt que avoir 1 milliard de règles. Ah, je peux pas mettre 5% de mon portfolio sur ça. Ah, faut absolument que je Ça, diversifie de c'est des cette trucs de trader manière. en vrai. Ouais, ouais, ouais. Mais après, le trading, c'est beaucoup plus risqué. Moi, je vais vraiment me concentrer, ben, tu vois, sur l'analyse, sur la thèse. Et puis après, bah, tu vois, si j'ai une bonne thèse, bon, forcément, j'ai une idée à peu près de combien mon portfolio est. Donc, forcément, si la thèse est un peu bancale, tu vois, je vais mettre peut-être 1 ou 2%. Hmm. Si j'ai une très bonne thèse, je vais dire, vas-y, je mets 15%. Donc, j'ai une idée un petit peu globale de combien j'ai envie de mettre sur certains types de tokens, sur certaines thèses, suivant si je suis ultra bullish ou c'est bancal. Mais je ne vais pas avoir un truc vraiment fermé où voilà, je ne peux pas mettre plus de 10% sur un token de DeFi. Enfin, si j'ai l'intime conviction que le truc qui va pump, bah, je vais mettre un petit peu plus. Ok, Et donc tu et fais un c'est peu pour la ça que je me jugeote, fixe mais pas la de. jugeote réfléchie, quoi. Dans le Ouais, sens où voilà, c'est ça. En fait, j'essaie euh, vraiment de me concentrer sur le thinking process et faire la bonne décision. Tu vois, la bonne décision. Ok, moi, je pense que je fais un peu pareil, hein. Je traque très très mal tout ce que j'ai. Mais en fait, C'est pourquoi je te pose. impossible après quand on a sur 12 blockchains, 14 protocoles, c'est impossible de centraliser toute l'info et savoir exactement, attends, mais mon portefeuille, c'est 4% de ça, 8% de ça. C'est Ouais, dur. tu vois, tu le fais à peu près à la jugeote, mais en gros, je t'ai posé ces questions parce que je connais de plus en plus de gens qui, en fait, font des moves et font des moves tout le temps avec 40% de leur portfolio ou 50% et ils sont en ligne crypto. Donc, en fait, le move, c'est 50% de tout ton patrimoine. Si ta thèse est mauvaise ou juste t'as pas de chance, ah bah, c'est foutu, tu vois. Non, en général, je vais jamais monter à plus de 20% sur le même token, quoi. Bah là, je crois que j'étais à 20% sur Bifi. Hmm. Et tu vois, même là, que j'ai regardé quand j'ai fait le calcul pour me rendre compte que c'était 20% sur Bifi, je me suis dit, ah putain, en fait, en fait j'y suis allé quand même, tu vois. Bah, après, c'est 20% après qu'il ait fait x2, donc au début, j'avais dû mettre peut-être 10%. Mais Ouais, c'est des problèmes de riches, hein. Quand t'es le truc prend trop en pourcentage. Moi, c'était ça avec UGLD quand je l'avais acheté à 7 dollars. Au bout d'un moment, je me suis dit, attends, là, ça commence à faire beaucoup. Mais oui, non, mais c'est ça. Mais tu vois, dans ces cas-là, même si j'ai une thèse encore très bullish sur le jeton Bifi, bah, tu vois, je prends quand même des profits, peut-être souvent trop tôt, parce que je vais souvent prendre des profits trop tôt sur quelque chose où je suis bullish et qui a bien perf, et du coup, j'ai envie de sécuriser des gains. Mais voilà, après, c'est ma gestion de risque assez serrée quand même. Parce que je pense Ok, que le but in fine, c'est de gagner de l'argent, c'est de pas en perdre surtout. ok. Et du coup, au global, si on regarde au global, ton portfolio aujourd'hui en pourcentage, il ressemble à quoi? C'est-à-dire, est-ce que tu as, je sais pas, 100% crypto ou 30% crypto? Du coup, on peut voir un peu l'évolution de ta performance en crypto, vu que tu nous as dit que tout à l'heure, c'était 10% que tu avais mis au départ en crypto.
il ressemble à quoi et à quoi tu veux tendre? Est-ce que tu veux augmenter ta part en crypto, baisser ta part en crypto, etc. Mais là, il doit, il doit représenter un petit peu plus de 50% là. Donc, Mhm. ça commence à faire beaucoup de crypto. Mais au final, ça ne me dérange pas parce que sur les 5-10 ans, je pense quand même les cryptos, ça va être le meilleur investissement. À partir du moment où tu es diversifié, tu en as même une partie en stablecoin, je pense qu'il n'y a aucun souci. Donc pour l'instant, je laisse tourner comme ça. Et puis par contre, si jamais il y a un bull run et que ça représente 80-90% parce que tout a fait x10, bon, forcément, je me poserai des questions et ça sera peut-être le moment de sortir et me diversifier, pas à l'intérieur des cryptos, mais me diversifier en général. Mais pour l'instant, ouais, je laisse couler. Puis comme ça, tu n'as pas la friction fiscale et ça peut Mm. t'auto-compound, quoi. Ok, ok. Et du coup, justement, pour aborder la partie diversification de notre interview là-dessus, euh, tu as parlé de la bourse. Comment tu fonctionnes au niveau de la bourse? Est-ce que tu as que des ETF? Est-ce que tu t'achètes des actions Google? Euh, Ça va être très simple, hein. En une phrase, je fais DCA ETF. voilà. Voilà, Tu DCA peux l'expliquer ETF. cette phrase au cas où? J'achète toutes les 2 semaines ou tous les mois un petit peu suivant les revenus que je touche, mais un petit peu d'ETF qui sont des Ok, paniers d'actions. ok. Donc Ok, bah vraiment, ouais. mais ça c'est la retraite, ça, hein. Ça c'est la retraite, ça. Ouais, ça, c'est l'investissement Warren Buffett basique, hein. Bah Ah bon, ouais. ça a aussi fonctionné, hein, même ces dernières années, moins que les cryptos sûrement. Mais c'est quand même, je crois, sur mon bac de TF que j'ai acheté il y a 3 ans, je suis peut-être en 60 ou 70%. C'est quand même assez, Ouais, non, mais c'est pas mal. Et c'est puis, quand en même fait, assez je me élevé. dis que je peux pas investir dans des actions, de faire du stock picking. Mais tu vois, je le fais en crypto, tu vois, je vais investir, allez, je mets 5% du portefeuille sur ce token, vision 1 ou 2 semaines, tu vois, je fais limite du trading sur des petits tokens et tout. Mais ça, je peux pas le faire en bourse parce que je le fais en crypto parce que je suis plongé dedans, j'ai des thèses, j'ai des connaissances. Mais en bourse, j'ai aucune idée. Donc, l'idée de tout acheter, tu vois, un ETF, franchement, ça me plaît. Et puis, quand tu regardes sur 20, 30, 40 ou même plus, tu vois que c'est la stratégie, je pense qu'elle a les meilleurs bénéfices rendement risque, Ok, ok. Et du meilleur coup, ratio. en termes d'autres diversification, immobilier, mais j'allais dire NFT, mais NFT, peut-être, vas-y, dis-moi. NFT, j'ai acheté un petit NFT Elrond parce que je sens qu'on va avoir une petite hype Elrond le mois prochain. Donc, j'essaye de faire un petit x2 sur un NFT, mais c'est vraiment juste pour le fun, tu vois. C'est j'ai vu que tu avais acheté, ouais, Les c'est les singes, Elrond les singes. Apes. Ouais, ouais. Et en plus, j'en ai acheté un bien. C'est que il a le chapeau de magicien. Et du coup, tu peux le stacker pour avoir des tokens enfin, du protocole Elrond Ape. Mais parce que j'utilise Maillard sur le téléphone, ça bug. Ça ne veut pas fonctionner. Et j'ai pas envie de me faire un wallet sur le navigateur parce qu'en fait, mon ordi. Tu peux le mettre sur ta ledger, hein. Tu peux mettre ça sur ta ledger. Ouais, mais après, j'ai pas envie de mélanger avec mon wallet perso. Donc, je le garde en portefeuille. Je vais peut-être le vendre OTC à un abonné ou je le ferai gagner en giveaway. Ça m'a bien fait rigoler, tu sais, t'as dit, juste avant, on parle des ETF, de Warren Buffett, etc. Après, tu dis, ouais, j'ai acheté un singe et il a un petit chapeau de magicien, mais j'arrive pas à le stacker à cause. Donc, ouais, Attends, Warren Buffett. je l'ai acheté 6 ailes rondes. Ça fait combien ça? Je crois que ça faisait. 6? Ouais, ouais. Ah ouais, Ça fait bah. 1000 balles. Putain, mais si je dis à des potes dans la vraie vie que j'ai acheté un singe à 1000 balles, un JPEG, les gens ils vont se foutre de ma gueule, hein. Et le pire, c'est que j'essaye de le vendre 2000. C'est ça le pire. D'ailleurs, Ouais, DM sur Twitter hein, si quelqu'un veut le veut, hein. veux le singe, je l'afficherai à l'écran. Du coup, là, du coup, toi, ta spécialité, c'est vraiment le farming, la DeFi. Aujourd'hui, sur le farming et la DeFi, on voit quand même un certain nombre de choses qui est lié en fait à des programmes d'incitation, c'est-à-dire que globalement, les fondations, les protocoles vont nous donner de l'argent à nous, les farmers, pour qu'on utilise leurs protocoles. Et du coup, à partir de là, se pose la question de quelle est la viabilité long terme de ces choses-là et quelle est la viabilité long terme de tous les rendements qu'on peut voir en DeFi. Comment tu vois la chose, vu que maintenant, je crois que tu es full-time crypto. Du coup, en fait, ça pose des vraies questions, hein, puisque
bah, dans 3 ans, tu seras là à travailler. Et si les rendements baissent, ça va être un peu plus chiant pour toi, un peu plus chiant pour ton business, etc. C'est la Et du question coup, qui comment tu vois la fâche. chose et comment ça avancera de ce côté-là? Ah, t'as posé la question qui fâche. Non, mais c'est vrai que t'as une grosse question sur la sustainability. Comment tu dis ça en français? Sur le long Durabilité. terme, sur la durabilité du farming sur le long terme, parce que bah, tu l'as bien résumé, hein, aujourd'hui, tu te fais des rendements de ouf parce que c'est grosso modo de l'argent qui tombe du ciel, quoi. Mm. Tu l'as bien vu, un exemple assez concret que je pense que tout le monde va, tout le monde va se reconnaître dedans. C'est tu as eu un gros programme de liquidity mining sur Polygon, sur AAV Polygon. Et aujourd'hui, il me semble bien qu'il est fini. Et si tu regardes les métriques de TVL, bah, en fait, tu as une grosse partie de la liquidité des crypto-monnaies bah, qui sont sorties. Parce qu'en fait, c'était des crypto-monnaies qui étaient là sur AAV Polygon juste pour récolter les tokens Matic, quoi. Et Mm. probablement les vendre. Et ce liquidity mining, il est fini aujourd'hui. Et du coup, bah, les gens, bah, ils vont sur notre blockchain, sur la prochaine blockchain qui distribue des tokens, tu vois. Donc forcément, tous ces rendements, on va dire un peu dégènent, enfin, tu vois, même 20% sur du stablecoin, enfin, sur le long terme, c'est pas possible. Si tu touches 20%, faut te dire que quelqu'un te les paye. Donc voilà. Sur le Il y a- long il y a- terme, je dirais pas trop viable. Sur le court moyen terme, enfin plusieurs années, on en profite. voilà, c'est C'est un un peu peu ma ça en fait. vision. C'est Après, un peu la prime c'est que mon à opinion, l'arrivée et donc tout, quoi. peut-être je me trompe totalement, hein. Peut-être j'ai pas compris quelque chose. Mais avec les informations que j'ai aujourd'hui, ça me fait penser à ça. Ok. Ouais, bah, comme je disais, en fait, NIR, il y a pas mal de grosses blockchains, tu sais, backées par des gros VC, NIR, Algo, tous ces Mhm. trucs-là qui n'ont pas encore vraiment lancé de problème de liquidity mining. Il y a encore des L2 qui arrivent, il y a des parachains sur Polkadot. Enfin, il y aura toujours plein de trucs qui vont arriver et je pense Il y aura qu'on a toujours encore. des Ponzi, des trucs comme ça qui vont venir sur la DeFi. Voilà. On en a encore au minimum pour quelques mois, au maximum pour quelques années, mais on en a encore pour un peu de temps. Et pour te donner une idée de ce que j'ai entendu sur le long terme, en fait, c'est Mark Zeller qui disait ça, Ouais. donc qui travaille chez AAV, et qui disait que le rendement sur des stablecoins long terme sur quelque chose sans liquidity providing, sans liquidity mining, sans programme d'incitation, c'est tout autour de 6, enfin non, je crois que c'était 5 à 8%. C'est qui est déjà énorme par rapport à ce que tu peux trouver bah, sur le livret A où c'est 0,5 ou C'est 0,25. ça, ça va être Finance Tradi x2, grosso modo, je pense, hein, Voilà, un donc truc c'est comme déjà ça. vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Et du coup, sur notre interview, j'ai quand même toujours une petite dernière question que tu dois peut-être connaître. L'objectif, c'est un peu de guider les jeunes qui veulent commencer et s'investir dans la crypto. Pouh, Et du coup, toi, si je te mets dans une situation aujourd'hui où tu as quel âge? j'ai 26. Voilà, donc si je te mets dans une situation où tu perds 6 ans, c'est-à-dire que tu arrives à 20 ans, tu as 5 000 $ en poche, tu peux vivre 2 ans chez tes parents et tu as 1 an pour passer full-time crypto. Ça peut être du travail, écrire des articles pour le journal du coin, faire des vidéos pour le journal du coin, Mhm. faire tes propres vidéos, ça peut être coder, ça peut être faire tout un tas de choses. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais et comment tu investis ces 5 000 $? Alors déjà, 5 000 $, tu vas pas devenir. Je pense. Enfin, ouais, après, ça dépend à quel moment tu investis, hein. Mais je dirais avec, entre guillemets, que 5 000 $, ça va peut-être être plus rentable de travailler sur toi-même plutôt que de travailler sur ces 5 000 $. Mm. Donc forcément, après il y a plein de choix, hein. Moi, je vois sur les Discord et tout, ils cherchent tellement de monde. Ils cherchent des graphistes, ils cherchent bah, forcément des personnes qui peuvent faire des vidéos tutos, des trucs comme ça. Parce que Toi, moi, il y tu a des choisirais quoi du protocoles, coup? ils vont me proposer des tutos, mais forcément, je vais le faire pour un prix un petit peu plus élevé parce que bon, j'ai plein d'abonnés, etc. Mais voilà, si tu arrives et tu peux faire des bonnes vidéos tutos vraiment ultra quali pour des protocoles DeFi, enfin, tu vois, en fait, il y a beaucoup, beaucoup d'argent dans la crypto. Vraiment, mais les protocoles DeFi, ils font des centaines de milliers de cash flow par semaine, des trucs comme ça. Et si tu peux les aider bah, voilà, en graphisme, en vidéo, en rédaction, en traduction, enfin, tu vois, il y a tellement de trucs à faire, il y a tellement de demandes. Et après, bah, quoi faire spécifiquement? Mais je pense après, c'est un petit peu.
Enfin, moi, du coup, déjà, sur les 5000 euros, je m'achèterais un petit micro et un petit fond vert, tu vois, pour faire des vidéos. Après, bon, forcément, c'est biaisé parce que c'est ce que j'ai fait. Mais voilà, si tu sais parler plusieurs langues, je suis sûr que tu as plein de protocoles qui peuvent te donner des grants, enfin ils peuvent te payer, quoi, grosso modo, pour faire des traductions de doc ou des trucs comme ça, ou être community manager, ou être. Je vois même, tu as des protocoles où les mecs qui s'occupent des Discord, ils ont une petite rémunération, tu vois, pas forcément. C'est pas des milliards et des milliards. Et puis après, une fois que tu es dans le milieu, une fois que voilà, que tu t'occupes d'un Discord, d'un protocole DeFi, bah, tu vas faire des rencontres, tu vas faire des connexions, et peut-être quelqu'un va te proposer un autre boulot. Enfin, moi, je m'investirais beaucoup sur le côté social et sur le côté formation de moi-même, dans le sens où avoir la capacité d'aider des protocoles euh, via les différents trucs que je viens de dire. Ok. Et après, niveau quand même. Et du, du coup, te payer une petite formation pour apprendre à faire des vidéos, ça va pas te coûter 5000 euros. Donc, je pense que j'irai quand même assez fort sur Ethereum. Je pense que je mettrai au moins la moitié sur Ethereum. Et puis après, bah, si vraiment tu es en mode full-time crypto, chercher bah, voilà, faire des petites analyses sur des petits coins, ou si ça te plaît plus les NFT, faut vraiment faire quelque chose que tu kiffes. Et je pense qu'il y a, si tu fais ça intelligemment, bah voilà, les NFT, tu as des mecs qui se font vraiment beaucoup de thunes sur les NFT ou sur des plus petits coins, des plus petits tokens. Mais forcément, c'est beaucoup de boulot, de recherche. De toute façon, il n'y a pas de secret. Hein. Oui, Il n'y a rien qui est gratuit dans ce monde. Hein. Ou pas, Si tu es prêt à bosser 10 heures par jour, tu arriveras à percer. Après, si tu travailles 2 heures par jour et tu te plains de tes conditions ou quelque chose, bon, bah, tu perceras pas. Il n'y a pas de secret. Yes, yes, bah, je crois que c'est une bonne citation finale pour clôturer la vidéo. Écoute, merci Crypto Farmer d'être venu aujourd'hui. Et puis, on te retrouve sur tes différents réseaux, YouTube, Twitter, tout sera dans la description. Et voilà, merci à toi. Bah, un grand merci pour l'invitation. Et puis, bah, pareil pour toi. Continue ce que tu fais. Super cool. Les interviews. Et puis, bah, j'écouterai le prochain. Et avec plaisir, je reviens dans 6 mois, 1 an pour faire une petite mise à jour. Attends, avant de partir, je t'invite à lâcher un like, un commentaire pour l'algorithme et aussi à t'abonner. Pourquoi pas pour mes beaux yeux et pour que je puisse faire plein de placements de produits dans le futur, mais plutôt pour que j'ai le volume nécessaire pour inviter de plus en plus de gens intéressants qui pourront venir partager leur portefeuille et se plier à l'exercice de partager leur stratégie de manière transparente avec vous. Donc si vous voulez voir de plus en plus de gens intéressants et en plus dites-moi les gens que vous voulez recevoir en commentaire, et ben il faut s'abonner, laisser un like et un commentaire. Plus de ça, si vous voulez utiliser ma stratégie à moi, la stratégie de la finance décentralisée et du farming qui me permet de générer des revenus passifs qui vont être colossaux en finance décentralisée, en crypto, alors je vous invite à aller dans la description où il y aura une formation complètement gratuite qui va vous expliquer comment je réalise ça au quotidien. Donc si ça vous intéresse, le lien est dans la description. Maintenant je vous laisse liker, commenter, tout ça pour l'algorithme, ça fait plaisir, c'est cadeau. Sur ce, on se dit donc à la semaine prochaine. Ciao.